Avant Fergie, Man United se cherchait. À l'aube du XXIe siècle, Sir Alex Ferguson a bâti un empire qui ne cesse de grandir. Avec le King Eric Cantona et la classe de 92 emmenée par Beckham, Giggs, Keane, Scholes, Butt et les frères Neville, les Red Devils ont quasiment raflé toutes les premières ligues dans les années 90. Une décennie conclue par le premier triplé en 99 réalisé par un club anglais, Premier League, Cup, Ligue des Champions. Mais au détour des années 2000, les Gunners d'Arsenal, les Blues de Mourinho et les Reds de Liverpool vont constituer avec United un redoutable Big Four, une concurrence de plus en plus rude qui fera tanguer par moments le navire mancunien. L'heure pour Sir Alex de se réinventer, de réincarner son équipe dans un football plus moderne que jamais, avec cette fois des jeunes qu'il intégrera et rendra encore meilleurs. Ruud van Nistelrooy, Cristiano, Rooney, les indétrônables Giggs et Scholes, le petit Chicharito, Patrice Evra qui deviendra capitaine, Park, la charnière Ferdinand Vidic, le très sous-coté milieu de terrain Michael Carrick, extrêmement intelligent tactiquement, ainsi que l'immense gardien Edwin van der Sar et bien d'autres. Voici la dernière partie de la richissime carrière de l'immense Sir Alex à Manchester United. Le nouveau millénaire démarre comme le précédent s'est achevé. L'entraîneur de Man United a été anobli et se fera désormais appeler Sir Alex Ferguson. Les Red Devils mettent le feu en Premier League où ils écrasent toute concurrence en 2000, champions avec 18 points d'avance et 3 petites défaites, toutes à l'extérieur. Old Trafford devient alors une forteresse imprenable en Angleterre. Mais en Europe, le Real Madrid de Redondo aura raison de la troupe de Sir Alex. Comme une passation de pouvoir, ce sont les merengues qui remporteront la coupe aux grandes oreilles en 2000. La même équipe n'aura pas le même succès parce que sans Peter Schmeichel, c'est pas tout à fait la même chose. Non satisfait de Bosnich, United recrute l'un des grands gardiens de l'époque, Fabien Barthez, contre environ 80 millions de francs en provenance de Monaco. United repart de plus belle, toujours avec le même noyau de joueurs, plus le français Michael Sylvestre qui s'est imposé tout de suite. Mais après ce 3e titre consécutif de champion, il faudra supporter une forte rotation comme il y en a rarement eu jusqu'ici à Manchester. Sont sur le départ Dennis Irwin après 12 ans passés au club, Andy Cole, Jesper Blomqvist. Du côté des arrivées, Man United sort le chèque pour s'attirer les services du milieu argentin Juan Sebastian Veron, de l'attaquant néerlandais Ruud van Nistelrooy et de l'expérimenté Laurent Blanc en fin de carrière. Mais Blanc prendra rapidement sa retraite et Veron, malgré le montant colossal de son transfert, n'arrivera pas à s'intégrer dans le vestiaire. Alors oui, ce sont de bons joueurs, mais Man United c'est un club très spécial. Et devenir un vrai Red Devil, ce n'est pas donné à tous. Le seul petit nouveau qui s'impose vraiment, c'est Van Nistelrooy, auteur de 36 buts en 50 matchs lors de sa première saison sous le maillot mancunien, mais de vieux ennemis vont revenir à la charge. D'abord Liverpool, dirigé par Gérard Houllier, et mené en attaque par le phénoménal Ballon d'Or 2001, Michael Owen, et qui vivra une période faste et les Reds terminent 2e de Premier League en 2002. Décidément, le cauchemar de 98 semble se répéter cette fois en 2002, puisque dans le même temps, Arsenal s'impose 1-0 à Old Trafford lors de l'avant-dernière journée pour s'adjuger le doublé Premier League Cup. Jamais Sir Alex ne pensait voir ressurgir ses vieux démons. Pour la première fois depuis 11 ans, Manchester United termine au-delà des 2 premières places en championnat. C'est la fin d'une série sensationnelle, mais la pilule reste quand même très dure à avaler. Le club enregistre donc un renfort de poids en provenance de Leeds, Rio Ferdinand, contre presque 30 millions de livres. Van Nistelrooy, lui, confirme son talent et devient un attaquant hors pair, d'abord meilleur buteur de Premier League devant Thierry Henry en 2003, s'il vous plaît. Au total, Van Nistelrooy boucle une saison à plus de 40 buts en 2002-2003, toutes compétitions confondues, et permet à United de reprendre son bien en championnat en remportant son 15e titre en Premier League, le 8e de Sir Alex. C'est désormais officiel, Man United a remporté plus de la moitié des titres de champion dans son histoire. Avec Sir Alex, c'est totalement fou. Mais il semblerait que les Red Devils traversent une période de transition, car les relations se tendent avec David Beckham, d'abord à cause d'une coupe de cheveux que le boss ne tolérait pas, mais surtout pour une énorme bourde de Ferguson qui a mis le feu aux poudres en frappant du pied dans une chaussure qui traînait dans le vestiaire. Celle-ci a traversé tout le vestiaire pour atterrir directement sur le visage de Beckham. Le lendemain, la nouvelle fait l'effet d'une bombe, tous les tabloïds anglais s'emparent de l'affaire. À l'évidence, le divorce entre Bex et Fergie semble acté.
Autre problème récurrent, c'est le niveau parfois inquiétant de Fabien Barthez, qui encaisse beaucoup de buts. La plus grosse alerte interviendra lors de ce très célèbre quart de finale retour de Ligue des Champions contre les Galactiques du Real Madrid. Un match sensationnel pour ceux qui s'en souviennent, où le Brésilien Ronaldo atomisera le gardien français d'un triplé à Old Trafford. Sa sortie du rectangle vert sera accompagnée par une standing ovation bien méritée. Pour rattraper ce désastre, Sir Alex Ferguson, toujours en froid avec Beckham, ne l'avait pas titularisé pour ce rendez-vous, mais vu la tournure des événements, il va finalement le faire rentrer, et le Spice Boy va répondre sur le terrain avec une classe qui lui est vraiment propre. Une joie très mesurée, pas un regard vers le banc. Malgré la victoire de Manchester 4-3 ce soir-là, le Real Madrid se qualifie et Beckham filera vers la Maison Blanche. Pour la première fois, Ferguson semble perdre le contrôle du navire. Car le problème de gardien va de nouveau se poser. Barthez n'est plus titulaire, il est même carrément 3e gardien, derrière l'américain Tim Howard, qui n'est pas forcément mieux. Alors on tente le coup avec un gardien nord-irlandais, Roy Carroll, et c'était encore pire. Dans ces circonstances, et avec un recrutement qui était censé prendre le relais, même si parmi eux il n'y a pas forcément de mauvais joueurs, ces joueurs-là se sont simplement confrontés à des soucis d'adaptation. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde, même à certains grands, de réussir à United. Tout ça fait que le club ne progresse plus, contrairement à ses concurrents. En 2003-2004, c'était écrit « Arsenal est invincible en championnat » et ce malgré l'arrivée de la perle qui a fait fondre Sir Alex lors d'un match de préparation au Portugal. Août 2003, à Lisbonne, le Sporting inaugure son flambant neuf Estadio José Alvalade et accueille Manchester United pour l'occasion. Mais ce jour-là, les Red Devils vont se faire manger 3-1 par le Sporting, la faute à un ailier gauche absolument incroyable qui n'a que 18 ans, une technique implacable pour son jeune âge et une conduite de balle absolument exceptionnelle. Sir Alex découvre alors un certain Cristiano Ronaldo et tente dès la mi-temps de ce match exhibition de faire signer le phénomène de Madère. Et il faut faire vite, car nombreux sont les recruteurs présents dans les tribunes ce jour-là, d'autant que Ferguson avait déjà entendu parler de ce joueur via son nouvel adjoint, le portugais Carlos Queiroz. Et en plus, ce match amical contre le Sporting, c'était une sorte de partenariat avec United pour faciliter entre autres, et par exemple, les démarches de recrutement. Donc autant vous dire que sur ce dossier, le club mancunien, il avait déjà une petite longueur d'avance. Ferguson rencontrera le joueur et même sa maman qui l'accompagnera en Angleterre pour faciliter son intégration. Le deal est conclu, Cristiano Ronaldo sera bien un Red Devil. Mais au départ, celui que l'on surnommera plus tard CR7 en fait parfois un peu trop avec ses dribbles. Car chambré de la sorte en Angleterre, même avec ses propres coéquipiers, ça peut vite se retourner contre lui. En clair, il énerve tout le monde. Peut-être comme une forme de jalousie devant ce talent hors du commun, mêlé à une attitude, il est vrai, un petit peu provocatrice, mais qui finira par s'estomper à mesure qu'il gagne en maturité avec le temps. Fergie l'a bien compris, il faut protéger Ronaldo de cet environnement, car après tout, c'est encore un gamin. Si le talent ne suffit plus, un jour, avec beaucoup de travail, de sérieux, d'écoute, au milieu de quelques gifles et de larmes versées, il finira par exploser. En attendant, Man United doit frapper fort au mercato, le temps que les autres joueurs comprennent le jeu de Ronaldo et le mettent dans les meilleures conditions. Le club s'attache les services de la révélation anglaise à l'Euro 2004, Wayne Rooney, à 19 ans. Pendant ce temps, au début de la saison 2004-2005, Arsenal effectue presque comme d'habitude à cette époque un super début de saison. Les Gunners en sont à 49 matchs sans défaite et les Red Devils ont l'occasion d'empêcher qu'Arsenal n'atteigne la barre symbolique des 50 matchs d'invincibilité. Et ce United Arsenal, il va faire grand bruit. La rencontre est émaillée par de nombreuses erreurs d'arbitrage. Pas de faute ici sur Ljungberg alors qu'il filait tout droit au but. Pas de carton ici pour Gary Neville pour ce tacle par derrière. Pas de faute de Van Nistelrooy sur Ashley Cole alors que... Petite pause, hein. Là je vous le dis en tant que fan d'Arsenal, honnêtement ce match, encore aujourd'hui, je l'ai toujours pas digéré. Wenger crie au vol à la fin du match, Van Nistelrooy transforme effectivement un penalty très litigieux avant que Rooney ne fasse le break en fin de rencontre, les Mancuniens s'imposent 2-0. Après le match, la tension est telle qu'un joueur des Gunners, Cesc Fabregas, lance une part de pizza à Sir Alex, connu aujourd'hui comme étant le fameux Pizzagate d'Old Trafford. De quoi entretenir un peu plus la rivalité sauvage entre Arsenal et United, les Red Devils passeront devant au classement et mettront fin aux espoirs de titre des Gunners en 2005, après un succès cette fois indiscutable, 4-2 à Londres, après une altercation mémorable entre Roy Keane et Patrick Vieira dans le tunnel très étroit d'Highbury. Alors comment ces échanges, très fleuris, ont démarré. Roy Keane disait que c'était de l'intimidation, alors oui, il y a de ça, mais pas que. C'est surtout qu'Arsenal, et en particulier Patrick Vieira, n'ont toujours pas digéré le fait que Gary Neville n'ait pas été exclu lors du dernier match. Donc juste avant de rentrer sur le terrain, Vieira crie dans le tunnel « Neville, Neville, tu vas pas taper nos joueurs aujourd'hui sur le terrain !» Keane s'interpose et Vieira lui lance une bouteille à ses pieds et lui demande « Hé,
T'as un problème, Keane ? Et à partir de là, ça s'est enflammé. Ça me fait rire parce qu'en fait, les deux, c'est déjà pas les meilleurs amis du monde, c'est pas la première fois qu'ils se prennent la tête sur un terrain, mais ce jour-là, juste avant la rencontre, on voyait les caméras braquées sur eux, c'était incroyable. Mais quand tu voyais ça quand même, tu te disais « Waouh, on est vraiment en plein cœur de la rivalité entre Arsenal et United ». Mais à force de faire une fixette sur les Gunners, on en viendrait presque à oublier qu'un autre ennemi du sud de la capitale britannique va leur poser de très gros problèmes. I think I'm a special one. Et ce dès la première journée de Premier League, en déplacement à Stamford Bridge, United s'incline 1-0 face à un Chelsea totalement métamorphosé par l'arrivée du gardien Petr Cech, de Claude Makelele dont on va reparler dans un instant, et de l'Ivoirien Didier Drogba pour assister Gudjohnsen devant. Mais la principale attraction des Blues vient de son banc. José Mourinho débarque avec plein d'ambition et va causer une sacrée pagaille de l'autre côté de la Manche. En 2005, le 4-3-3 de Mourinho va littéralement détruire la formation en 4-4-2 que l'on croisait presque tout le temps jusqu'ici en Première Ligue. Mourinho ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Face à un 4-4-2 plat, il avait systématiquement un avantage numérique dans son triangle du milieu de terrain, avec Makelele dans un rôle très particulier de pointe basse que l'on définira comme le Makelele Role. En attendant, cette grande révolution tactique a permis aux Blues de décrocher leur premier titre de champion depuis un demi-siècle. 2005, c'est vraiment l'année où la Première Ligue est devenue une énorme puissance sur le plan sportif. Un an après la saison des Invincibles d'Arsenal qui remporte la Cup en 2005, année où Liverpool remporte pendant ce temps-là la Ligue des Champions, au terme d'une finale inoubliable, et au milieu de tout ça, il reste Manchester United qui doit faire face à une concurrence, mais vraiment féroce. Sauf que cette situation, Alex Ferguson y a déjà été confronté maintes et maintes fois. Parce que rappelez-vous, on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, comment il a fait Ferguson pour réussir à toujours déjouer la tactique des adversaires ? Réponse, en s'adaptant à l'adversaire. Quelle que soit la réflexion tactique ou l'approche à adopter, il y a toujours une faille quelque part. Comment créer cette faille ? Réponse, avec son propre effectif, sa propre tactique, pas le choix. Il faut abandonner le 4-4-2 que Sir Alex Ferguson a modulé et façonné depuis si longtemps. Place au 4-3-3 avec une nouvelle recrue qui aura le même rôle que Makelele à Chelsea, comme une sorte de miroir. Michael Carrick sera en charge du milieu de terrain, pour se calquer sur le schéma de Mourinho afin de garder le contrôle du milieu de terrain. Ronaldo à gauche ou à droite, et Rooney en position de second attaquant, et qui va pas hésiter à s'inviter dans la surface pour finir les actions. Ferguson va effectuer un vrai travail de coordination entre Ronaldo et Rooney, parce que ce sont deux profils radicalement différents, mais la progression fulgurante du Portugais va laisser pour le moment un petit peu moins de place à Wayne Rooney. Mais surtout, depuis 2005, United a enfin trouvé un gardien de classe mondiale, le géant néerlandais Edwin van der Sar, 1m97, en plus de son agilité exceptionnelle, c'est surtout un gardien moderne qui possède un excellent jeu au pied. En défense, le grand John O'Shea sera le titulaire indiscutable durant une bonne partie des années 2000, mais sera doucement remplacé par des profils plus adroits, plus athlétiques. Rio Ferdinand formera un modèle de charnière avec le Serbe Nemanja Vidic, tous les deux 1m90, des gabarits très impressionnants, et sur le côté gauche, un Français, finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco en 2004, Patrice Evra, va progresser de manière spectaculaire au sein d'un effectif de nouveau taillé pour gagner. Son activité sur le côté gauche sera énorme, tout comme celle de Wes Brown, au club depuis plus de 10 ans et qui s'impose enfin dans le 11 titulaire, en compagnie du talentueux milieu de terrain sud-coréen Park Ji-sung. L'ancien du PSV Eindhoven est une boule d'énergie qui parcourt des kilomètres et des kilomètres par match. Il ne semble jamais fatigué et contribue grandement au dynamisme de cette équipe. Pour être de nouveau champion, il faut parfois un peu de chance. Car en octobre 2006, Chelsea est handicapé par la grave blessure au crâne de son gardien Petr Cech. Et forcément sans lui, ce n'est pas la même assurance dans les cages. Chelsea conclut donc la saison 2006-2007 par 5 nuls d'affilée, dont un 0-0 à domicile contre United, suffisant pour que Sir Alex et les siens ramènent le trophée de champion de Première Ligue en 2007, de retour à Old Trafford pour la première fois depuis 4 ans. Une éternité dans le football. En Europe, malgré un étourdissant 7-1 face à la Roma de Totti, les coéquipiers de Ronaldo calent face au grand Milan d'Ancelotti dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. Et au début du nouvel exercice à Chelsea, Mourinho claque la porte. 3 jours après, les Blues s'inclinent 2-0 à Old Trafford. C'est officiel, United est de retour. Fergie a façonné ses joueurs pour les rendre meilleurs. Certes en se montrant dur, mais tout en étant un père pour eux. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est Cristiano Ronaldo. Moins de dribbles inutiles, il joue plus collectif, son compatriote lusitanien Nani le rejoindra pour ajouter encore plus de vivacité sur les ailes. Arrive également l'anglais du Bayern Munich, Owen Hargreaves, dans un rôle de stabilisateur et qui sera le bras droit de Michael Carrick au milieu de terrain. Et malgré l'arrivée de ces joueurs et donc de cet effectif pétri de talent, il reste les deux dinosaures, Paul Scholes, 33 ans, et Ryan Giggs, 34 ans. Immortel et toujours indispensable à la rotation de Sir Alex qui n'hésite pas à faire tourner tout en gardant son noyau fort incarné par Van der Sar, Evra,
Ferdinand, Vidic, Rooney et Ronaldo titulaire indiscutable. Et le petit nouveau, Carlos Tevez, l'attaquant argentin, va lui aussi ajouter beaucoup de piment en attaque. Et l'une des grandes forces de Sir Alex, et ça franchement ça m'a toujours bluffé, c'est qu'il a réussi à intégrer des joueurs bons, évidemment, qui sont bons parce que sinon ils seraient pas à Manchester, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Rappelez-vous de Darren Fletcher, rappelez-vous d'Anderson. Mais ça montre à quel point Sir Alex c'est vraiment un grand coach parce qu'il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Et ces joueurs-là, même s'ils n'étaient pas toujours titulaires, eh bien ils faisaient partie de cette rotation indispensable qui faisait vraiment le succès de United et cette philosophie vraiment extraordinaire incarnée par Sir Alex Ferguson. Honnêtement, c'était vraiment bluffant. Une autre grande force du United de cette époque, c'était le service minimum. Pas dans le mauvais sens, mais après être passé tout près de la défaite à Lyon, Manchester s'impose tranquillement en huitième de finale retour face aux Rhodaniens sur la plus petite des marges, 1-0. Et voilà, il en faut pas plus, ça leur suffit. Même chose en quart de finale contre la Roma, jamais de gros score, mais une emprise incroyable, un contrôle permanent sur le cours de la rencontre qui leur permet de faire le job. Pas impressionnant dans le jeu, mais redoutable dans la maîtrise, dont le travail est terminé par les trois finisseurs, Ronaldo, Tevez et Rooney. Même le Barça de Rijkaard ne résiste pas en demi-finale de Ligue des Champions, et malgré l'absence de Rooney, c'est pas grave. United fait encore le job au match retour. Paul Scholes est là pour montrer ses beaux restes sur cette frappe majestueuse. La troupe de Fergie se qualifie pour la finale de Ligue des Champions en 2008, qui se déroulera à Moscou pour y défier une vieille connaissance, Chelsea. L'Angleterre affiche sa suprématie au monde entier avec deux de ses représentants en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, une grande première. Les Blues resteront fidèles à leur 4-3-3 pour garder cette supériorité numérique au milieu de terrain, tandis que United va concocter un 11 titulaire très intéressant. On attend soit un 4-4-2, soit un 4-4-3. Et bien Sir Alex a mûrement réfléchi avec son staff et il va nous en faire une très bonne, un parfait mélange des deux. Un 4-4-2 qui fait étrangement ressortir un 4-3-3. Hargreaves sera aligné à droite, même s'il sera en réalité dans son fidèle rôle de stabilisateur aux côtés de Carrick, le miroir de Makelele, rappelez-vous, et Scholes qui va faire l'ascenseur au milieu de terrain puisqu'il n'y a pas vraiment de milieu offensif dans cette équipe, ce travail-là étant effectué sur les ailes par Ronaldo, à la fois sur le côté, tout en repiquant dans l'axe pour apporter le surnombre dans la bataille du milieu de terrain par rapport à Chelsea. Le seul petit hic dans cette composition, mais évidemment ça peut pas être parfait, c'est de voir Wayne Rooney sur un côté. Le maître mot de cette finale de Ligue des Champions à Moscou en 2008, c'était l'intensité. Ça allait d'un côté comme de l'autre. L'ouverture du score de Ronaldo est magnifique. L'égalisation de Frank Lampard l'est tout autant. Et la raison pour laquelle ça s'est achevé seulement sur un nul un partout à la fin du temps réglementaire, c'est parce que les deux gardiens, Cech et Van der Sar, eux aussi ont sorti le grand jeu. Et comme un symbole, en prolongation, le Gallois Ryan Giggs entre en jeu et devient par la même occasion le joueur le plus capé de l'histoire des Red Devils, dépassant ainsi les 758 apparitions de Sir Bobby Charlton. Waouh! Pour une séance de tir au but pleine de tension, Ronaldo s'élance. C'est alors que John Terry peut donner la victoire aux Blues. Giggs, plein d'expérience, ne se manque pas. Mais Anelka flanche, c'est fini. Manchester United soulève la coupe aux grandes oreilles pour la troisième fois de son histoire, la seconde de Sir Alex. Un triomphe qui trouve sa source par un effectif de rêve et un génie. Cristiano Ronaldo réalise la saison de sa vie sous ce maillot rouge en inscrivant 42 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues. La saison suivante, United remporte un troisième titre consécutif de champion. Et en Ligue des Champions, les protégés de Ferguson impressionnent toujours plus en éliminant en huitième de finale l'Inter de José Mourinho. Et ce avant que Cristiano Ronaldo n'envoie ce missile en quart de finale à Porto. United accède au dernier carré, dominé de la tête et des épaules face à Arsenal. Après un succès 1-0 à l'aller à Old Trafford, les Mancuniens sont en démonstration à l'Emirates avec ce modèle de contre-attaque mené et conclu par le meilleur joueur de la planète en 2008. Mais en 2009, le Manchester de Ronaldo est toujours aussi irrésistible. Le second souffle procuré par Sir Alex à United est absolument bluffant. Son club est presque injouable, même s'il tombera en finale de Ligue des Champions à Rome face à un adversaire encore plus injouable, le Barça de Guardiola et de son petit génie qui saute plus haut que la charnière Vidic-Ferdinand, Léo Messi. En cette fin de saison 2008-2009, United doit laisser partir son meilleur joueur, Cristiano Ronaldo, direction le Real Madrid contre 94 millions d'euros, à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire. Beaucoup pensaient alors que son départ laisserait un grand vide. Alors oui, c'est vrai, on remplace pas un joueur comme Ronaldo, mais ça va laisser de la place à un autre joueur qui était jusque-là
un petit peu frustré et qui va enfin s'épanouir. On parle évidemment de Wayne Rooney. Car cette fois, il ne sera plus second attaquant, il sera l'avant-centre de l'équipe. Bien sûr, son profil va l'inciter de temps en temps à décrocher, et en 2011, aux côtés du Mexicain Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito, le petit pois, et de l'attaquant bulgare Dimitar Berbatov, le maître de l'attaque mancunienne, Rooney, va mener ses coéquipiers, devinez quoi, vers un nouveau titre de champion d'Angleterre, et lors du derby contre Manchester City, Old Trafford va devenir un volcan. Les hommes de Fergie réalisent un parcours quasi parfait pour atteindre de nouveau la finale de la Ligue des Champions en 2011, malgré le réalisme foudroyant de Rooney, qui marque sur le seul tir cadré de United lors de cette rencontre incroyable à Wembley. 2011, c'est l'année du mythique Barça de Messi, Xavi, Iniesta. Le large sourire de Sir Alex en dit long en fin de match, il n'y avait tout simplement rien à faire. Début de la saison 2011-2012, Van der Sar et Scholes sont partis à la retraite, l'Espagnol David De Gea sera le nouveau gardien et s'en sort plutôt bien malgré son jeune âge. Seulement voilà, un nouvel ogre en première ligue montre le bout de son nez. Cette fois, c'est leur voisin le plus proche, Manchester City, racheté par l'investisseur des Émirats, le Tchèque Mansour, semble enfin taillé pour tenir tête à United. Ferguson ne se doute de rien, mais ce 23 octobre 2011 sera un véritable tournant dans l'histoire de la première ligue. Malgré ce superbe chef-d'œuvre signé Darren Fletcher, les Red Devils sont littéralement humiliés sur leur pelouse par les Citizens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts à 1, score final historique. C'est la plus large défaite jamais subie par Sir Alex à domicile. Foudroyé par le début de saison tonitruant de Balotelli, Dzeko, Agüero et compagnie, Ferguson rappelle d'urgence Paul Scholes de sa retraite pour rééquilibrer son milieu de terrain. Cela ressemble à un aveu de faiblesse. Une difficulté à construire avec ce nouvel effectif. Alors Sir Alex rappelle ses hommes de confiance pour repartir de plus belle. Et le pire, c'est que ça fonctionne. United repasse devant City et reprend même 8 points d'avance à quelques journées de la fin. Seulement voilà, United n'arrive pas à tuer le suspense et va déchanter lors des derniers matchs. Oui, pour la première fois depuis plus de 40 ans et dans un final incroyable, c'est l'autre club de Manchester qui remporte la Première Ligue sur le fil. Mais pas de quoi rougir, terminer deuxième avec 89 points, c'est assez incroyable. Encore une fois, si vous voulez voir du football, c'est en Première Ligue que ça se passe. Mais Ferguson ne veut pas rester là-dessus. À 70 ans, après un quart de siècle sur le banc mancunien, il veut se lancer un ultime défi. Allez, encore un. Ramener ce trophée orné d'une couronne une dernière fois à Old Trafford. La saison 2012-2013 sera effectivement la dernière pour Sir Alex. Et pour être sûr de réussir sa sortie, l'attaquant d'Arsenal Robin van Persie s'engage à United. Et les vœux du boss seront exaucés, City balbutie son football, United est champion. En ce 13 mai 2013 et dans une émotion absolument incroyable, où même le ciel d'Old Trafford se met à pleurer, le public des Red Devils doit dire adieu à son big boss. One man who has been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners' Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. La semaine suivante, le très exactement 1500e match de Fergie sera son dernier sur le banc et ses joueurs vont lui offrir un final spectaculaire, 5 partout sur le terrain de West Bromwich, une sortie qui ne s'invente pas. Plus qu'un palmarès, une longévité exceptionnelle pour diriger un club d'un tel standing, combien de clubs peuvent dire que 90% des plus belles pages de leur histoire ne tiennent qu'à un seul homme ? Et ce, durant un peu plus d'un demi-siècle, et dans une profession si exigeante, du haut de ses 38 titres majeurs récoltés en 26 ans, l'histoire des Red Devils sera à jamais associée à l'image de sa légende écossaise.
Le monde du football aura beau continuer à chercher, il n'y en aura jamais deux comme Fergie. Preuve en est, United n'avait pas anticipé une rupture aussi brutale, car depuis la retraite de Ferguson en 2013, non seulement le résident d'Old Trafford ne remportera plus jamais la Premier League, mais surtout, malgré certains qui ont bien tenté de sauver les meubles, Manchester United est en train de détruire tout ce qu'il reste de son passé glorieux. Ce mastodonte d'Angleterre, à la merci de la gestion malheureusement catastrophique de ses propriétaires depuis plus de 10 ans maintenant, n'est désormais plus que l'ombre de l'immense club qu'il fut autrefois.